Salut, bienvenue au 5e épisode du podcast du Journal de Lévis, Lévisien, Lévisienne. Cette semaine, je rencontrais Marc Picard, ancien député des Chutes de la Chaudière là, jusqu'à 2022. Lui qui a ensuite pris sa retraite pour laisser sa place. On revient sur tout son parcours politique. Marc, ça a toujours été quelqu'un de proche des citoyens, à qui rendre un service via la fonction publique était important pour lui. Il nous partage toute ce vécu-là, autant sous la bannière de l'ADQ qu'indépendant, à la CAQ. On revient là sur toutes ces années-là. Puis Marc, vous allez voir, il se livre vraiment sans tabou. Et on est loin de la cassette, disons, là. Il est très franc, puis il a pas peur de dire les choses comme elles sont. Donc, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir là, à jaser avec lui. Je suis convaincu que c'est un très bon épisode pour toutes les mordus de politique là, ou ceux qui veulent un peu en apprendre sur les coulisses de l'affaire. Là-dessus, moi, je remercie le groupe Garneau encore une fois là, pour la salle qu'ils nous ont prêtée. Toujours top-notch de travailler avec eux. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut! Bonjour, bienvenue à Lévisien, Lévisienne, le podcast du Journal de Lévis. Cette semaine, je reçois un nouveau retraité, moins de 2 ans, ancien député des Chutes de la Chaudière, Marc Picard. Salut Marc, comment ça va? Salut, ça va très bien. Écoute, merci d'avoir accepté cette invitation. Je suis très content que tu aies accepté, comme on a collaboré déjà pendant plusieurs années, là, donc c'est un peu retrouvé un vieux collègue. C'est bon. Toujours un plaisir. Moi, je refuse pas les entrevues. Écoute, Marc, on va revenir sur ton parcours de vie, ton parcours politique aussi. Fait que j'aimerais qu'on reparte à la base. Toi, t'es né à Saint-Raphaël, dans Bellechasse, c'est ça? Exact, oui. C'est là-bas que tu as grandi aussi? Oui, j'ai grandi là jusqu'à l'entrée au cégep. J'ai fait mon cégep ici à Lévis, Lévis-Lauzon. Est-ce que tu viens d'une grande famille? Oui, nous étions 10 enfants. Ah ouais, hein? Je suis le 9e. OK. C'est à la fin. Là. Ouais. C'est comment cette expérience-là de vivre avec une grande famille comme celle-là? Je te dirais, la grande famille s'est étirée. Là. Ouais. Il y a peut-être une trentaine d'années entre la plus âgée et le plus jeune. Ça fait que 25 ans plutôt. Ouais. J'ai fait le calcul rapidement, c'est 25 ans. On ne veut pas insulter personne. Non. Écoute, c'était comment grandir à Saint-Raphaël? C'était qui Marc Picard à cette jeune époque-là? C'était quelqu'un de très réservé, avec beaucoup d'idées, mais qui ne parlait pas beaucoup. On dirait ça comme ça. Ouais, c'est introverti un petit peu. C'est quoi ton premier contact avec Lévis? Pour un gars de Bellechasse, moi, de ce que j'entends des gens de Bellechasse, c'est que Lévis, c'était comme un petit peu la ville, là, si on veut. Mais j'ai fait mon secondaire, on voyageait en autobus soir et matin. J'en ai fait une grande partie à Lévis. OK. L'école Champagnat, l'école des Iels dans le temps, la polyvalente. Et aussi, je dois dire que pendant 2 ans, notre famille a déménagé à Lévis. OK. Parce que mon père c'est lui qui transportait la poste du bureau de Lévis jusque dans le comté de Bellechasse. Ah ouais. Il avait déménagé ici. Donc, je suis allé à l'école Notre-Dame 2 ans. OK. 7e année. Et après ça, j'ai fait Champagnat. Puis, quand on est retourné à Saint-Raphaël, ben là, on prenait l'autobus à chaque jour. C'est que c'était différent. Lorsqu'on voit maintenant que les parents ne veulent pas que les enfants marchent un kilomètre, nous autres, on partait 45 minutes, 1 heure, tout dépendant de l'hiver, des fois c'était très long. Il y avait des tempêtes. Là. Mais on a connu beaucoup de gens parce que moi, je demeurais à l'extérieur un peu du village. Donc, l'autobus partait d'Arma. OK, oui. Il y avait des gens d'Arma, puis nous, on embarquait avec eux. C'est des gens que je côtoie encore de temps en temps. Ah ouais, hein? Oui,
j'ai des belles expériences de vie. C'est une autre vie, on va dire ça. Absolument. Une autre vie, une autre époque. Oui, autre époque. Avant ce saut-là en politique, tu as été fiscaliste? Oui, je travaillais au ministère du Revenu, oui, exact. Parle-moi un peu justement de ton parcours académique, comment on a fait ce choix-là de carrière également. Je dois dire qu'en mon entrée au cégep, j'étais en électromécanique. OK. Et j'ai fait 1 an. J'aimais pas ça. Donc, en 1974, je suis rentré en technique administrative, option finance. J'étais aussi motocycliste dans le temps et j'ai eu un accident. OK. Et j'ai été 2 ans hors circuit, là, invalide. Ah ouais? Oui, un grave accident là, avec plusieurs fractures. Et ça a pris 2 ans avant que je reprenne. Et là, quand j'ai repris, ben, j'ai poursuivi en technique administrative, tout simplement. OK. Fait que ton cégep a été coupé. Ah, il a été coupé solide. C'était un accident grave dans le temps. Là, il sera encore grave actuellement, mais les techniques, là, j'ai été 2 mois alité sans rien faire. Là, c'était des techniques pour étirer les jambes pour qu'ils reprennent égal. J'avais une jambe de fracturée, un poignet, une phlébite, j'avais tout. Là. Ça a dû être tout un défi de remonter la pente. Oui, mais j'avais la chance que ma conjointe que j'ai actuellement était déjà ma copine dans le temps. Puis elle m'a supporté dans tout ça. Okay. C'est plus facile. Là, parce que tu as un accident comme ça, puis là, on dit que tu vas rester minimalement 2 mois à l'hôpital. Puis après ça, c'était une série d'opérations. Comme je te dis, ça a duré 2 ans, le processus. Au moins d'avoir quelqu'un qui t'accompagne, qui t'aime là-dedans, ça aide beaucoup. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait un saut en politique, je pense à la fin des années 90? Oui. Ouais. À Saint-Jean-Chrysostome. Qu'est-ce qui t'a donné cette envie-là de t'impliquer à ce niveau-là, là, au niveau de la ville de Saint-Jean? En premier lieu, lorsque j'ai travaillé au ministère du Revenu, pas beaucoup de gens voulaient travailler au ministère du Revenu. Puis moi, je voyais ça vraiment comme aider les citoyens. Okay. Oui, ils doivent payer les taxes, les impôts. Donc, j'ai tout le temps aimé servir les gens par le service public. Et j'allais aux séances du conseil, puis je voyais les décisions qui se prenaient. Puis je serais capable de faire ça moi aussi, tout simplement. Là. Puis lorsque j'ai décidé de me présenter, auparavant, je m'étais impliqué à Saint-Jean-Chrysostome au niveau de la garderie, l'école, le service d'entraide. Aussi, j'ai été sur l'Association de la santé mentale de Chaudière-Appalaches. J'étais impliqué beaucoup déjà dans la communauté. Puis là, j'étais rendu à cette étape-là. Je te dirais parce que moi, j'ai adopté 2 enfants. Et le premier est arrivé en 1991, puis on rencontrait des travailleurs sociaux. Puis je leur avais dit, dans ces années-là, je dis un jour, je vais essayer d'être conseiller municipal parce que ça m'intéresse. Ça m'intéresse de participer aux décisions, puis de voir comment ça fonctionne, les décisions. Puis on se crée une communauté tissée serrée, tout simplement. Puis, puis le germe a germé. Est-ce que tu avais déjà cette idée-là plus jeune, outre au ministère du Revenu, ou c'est vraiment ce contact-là? Je pense que mon implication au niveau des organismes, là, j'ai vu comment ça fonctionnait, puis le bien qu'on pouvait faire tout ensemble. Là, parce que conseil de ville ou un conseil d'administration, on prend des décisions pour la collectivité. Fait que... Et puis, comment ça... Ben déjà, tu as fait partie, du moins, tu as vécu les fusions pendant que tu étais conseiller municipal. Puis ensuite, tu as été réélu à Lévis une fois fusionné. C'est comment cette expérience-là de justement un peu tout défaire puis rassembler dans quelque chose de plus gros, de nouveau? Tu sais, je sais que il y a beaucoup de citoyens probablement qui, à cette époque-là, un sentiment d'appartenance à sa ville, puis là, finalement, on fusionne tout dans une seule ville. C'est pas tout le monde qui devait être chaud à cette idée-là. Là. Vraiment pas. Il y avait des assemblées publiques, puis
les gens étaient contre le processus de fusion. Mais à partir du moment que le gouvernement en place a passé la loi, ben là, on doit s'adapter. Donc là, il y a eu l'élection et les gens ont pu apprécier. Je ne dis pas que c'est parfait, là, les grandes villes, là, mais pour le développement économique, c'était un plus là, pour la ville de Lévis, parce qu'auparavant, il y avait 10 municipalités. Tout le monde tirait sous sa couverte pour avoir le développement économique. Mais moi, lorsqu'un gouvernement est élu, peu importe sa couleur ou ses idées, il est élu, donc il prend une décision qu'il veut, puis après ça, même si on est contre, on doit s'adapter puis vivre avec. Ouais. Puis si on est vraiment très, très contre, ben, on travaille pour à la prochaine élection, prendre leur place, puis faire des choses. Puis, cette expérience, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là au niveau municipal? Ben, ça nous permet de faire nos classes pour aller au niveau provincial, je dirais. Là, mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est le contact direct avec les citoyens. Alors, il y a des gens qui diraient que c'est peut-être l'inconvénient. Moi, c'est plutôt... je te dirais, moi, qu'en 99, lorsque je me suis présenté dans le quartier à Saint-Jean-Chrysostome, c'était un job vraiment à temps partiel. Ouais. Là. Puis, j'ai pris un mois de vacances. Puis là, j'ai fait le tour de toutes les maisons, prendre le temps de jaser avec. Puis je leur disais que je allais là pour travailler pour eux. Puis je pense que je l'ai fait après coup. Là, mais j'ai tout le temps eu, moi, que lorsque je m'implique dans un projet, je vais tout faire pour que ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, ben, je dirais pas, il y a des choses que j'aurais pu faire. Là. Je fais ce que j'ai à faire. Puis là, ça a fonctionné là en 99. Puis pendant 1 an et demi, avant la fusion avec la ville de Lévis, moi, j'étais un peu comme le chef de l'opposition. C'était Mme Marinelli qui était là comme mairesse. Ah oui, ben oui. Puis, on s'est accroché à quelques reprises. OK. Mais à un moment donné, j'étais avec Éric Penneau dans l'opposition, puis on en a une idée. Puis Mme Marinelli a dit, on ne prendra pas de décision à soir, on va revenir. Puis à la séance suivante, elle a dit, oui, votre idée est bonne, on va l'appliquer. À partir de ce moment-là, j'ai dit à Éric, on travaille vraiment pour les citoyens. Ce n'est pas une guerre d'idées. Là. Donc, on a travaillé avec Mme Marinelli, puis on avait nos différends, mais on faisait avancer les dossiers le mieux possible. Moi, c'est comme ça que je fais en politique aussi. Parce que tantôt, quand on va parler du provincial, j'ai été dans l'opposition plusieurs années. Oui, bien, tu as une carrière presque dans l'opposition. Mais on apprend beaucoup dans l'opposition. Parce que c'est difficile d'être au gouvernement, je peux vous dire ça. J'en doute pas. Puis c'est intéressant aussi de t'entendre dire que tu as cogné à toutes les portes en 99 parce que te connaissant, c'est quelque chose qui t'a suivi tout au long de ta carrière, peu importe le niveau, à quel palier gouvernemental, puis peu importe le parti que tu représentais. Là, c'est louable quand même de... Ben, je vais donner juste une petite... lorsque je me suis présenté en 2003 pour l'ADQ, là, c'était le comté, là, c'est beaucoup plus grand. Oui, j'ai fait des activités, j'ai fait des places. Là, pendant 1 mois, tu n'as pas le temps de voir tout le monde. Puis j'ai gagné. Là, après coup, lorsque j'ai commencé à faire mes activités, parce que je disais aux gens, vous allez me voir, je vais être présent, puis je l'ai fait, comme toujours. Mais lorsque je rencontrais les gens, là, après l'élection, j'étais à Saint-Nicolas, puis je demandais, pourquoi vous avez voté pour moi? Les gens, j'ai voté pour toi. Ah, ben, il dit, mon beau-frère demeure à Saint-Jean-Chrysostome, puis il m'a dit comment tu étais. Le fait que j'avais pris le temps, en 99, de parler aux gens, puis d'être près d'eux, puis ça leur a apporté un peu partout. Cet exemple-là, on peut la mettre dans tous les districts du comté, là, dans toutes les parties. Comment ça s'est fait, ce saut-là, vers le provincial avec l'ADQ? C'est l'ADQ qui m'a contacté. Ah ouais, hein? Oui, souvent, les partis provinciaux contactent des élus municipaux parce qu'ils ont déjà, on va dire, une base de sympathisants, ils savent comment ça fonctionne un peu. Et c'est les organisateurs qui m'avaient contacté. Et moi, avant d'accepter, j'avais demandé une seule chose, c'est de rencontrer Mario Dumont pour voir si le courant passait entre nous deux. Et on s'est rencontrés, puis j'ai dit, c'est correct. J'ai dit, on y va, on va gagner ça, ce côté-là. Est-ce que c'était une aspiration que tu avais après? Non, pas du tout. Du tout. J'ai jamais eu de plan de carrière, parce que même il y a des gens qui me disaient les dernières années, tu as eu une belle carrière, mais c'est pas une carrière, c'est un travail que j'ai.
Ouais. En tout cas, moi, je n'allais pas là pour faire une carrière, mais tu t'impliques. Puis, c'est tellement intéressant de servir les gens, là, c'est diversifié. Tu as des belles histoires, des histoires humaines que tu vis avec des gens. Puis, non, c'est une belle expérience. Comment tu m'en as parlé un peu, mais comment tu as vécu cette première campagne électorale-là au niveau provincial, là, dans un comté qui est justement beaucoup plus grand que... J'avais une bonne organisation. Ouais. Et les gens avec quelques vétérans qui m'ont expliqué comment on devait travailler, là, parce que tu ne peux pas faire toutes les portes. Donc, comment je te dirais, c'est un système de... On décide, on t'envoie à Charny, dans tel quartier, voir, tu fais un certain nombre de portes pour avoir une idée comment ça fonctionne. Puis on travaille beaucoup avec les médias. Les médias locaux, vous êtes très importants. C'est le contact avec les citoyens. Fait que celle-là, c'était je dirais j'étais pour dire la plus difficile. Non, elle n'a pas été difficile, mais on ne savait pas le résultat. Après coup, comme je te disais tantôt, en campagne électorale, beaucoup de jeunes disaient on sait bien, on te voit là, on te reverra pas avant 4 ans. Je leur disais non, vous allez voir, moi je commence le lendemain, puis c'est ce que j'ai fait. Fait que les autres élections après, là, c'est plate que ce que je vais dire, mais je n'en faisais pas beaucoup plus en campagne électorale que dans la vraie vie comme député, parce que j'avais déjà beaucoup d'activités. Parce qu'en moyenne, je faisais à peu près 200 activités par année là, dans le comté. Ça, fait que ça te donne une idée de qu'est-ce qu'il y en a. Là. Ben, tu l'as vu aussi. Oui, exactement. Là. Mais puis cette affaire-là d'être... Ben, c'était la première fois que tu étais affilié à un parti politique. Est-ce que ça vient avec ses défis ou une adaptation, cette affaire-là aussi, d'avoir... Lorsque j'ai rencontré Mario Dumont, on a jasé des grandes orientations du parti. Mais il n'y a pas de parti politique où que tu adhères à 100 %. Parce que si on met 5 personnes ici, on va avoir 5 partis politiques différents. Donc, tu acceptes les grandes lignes. Moi, je prends souvent l'exemple l'autoroute 20. Tu essaies de rester entre les deux lignes. Des fois, tu peux prendre un peu l'accotement, tu te sens mal à l'aise, mais on va revenir. Là. Moi, c'est l'image que je donne souvent. Mais non, mais aussi, à l'interne, lorsque tu fais partie lorsque tu es membre d'un parti politique, tu peux faire avancer tes idées. Fait que oui, mais tu ne gagneras pas toujours. Comme dans la vraie vie, tu ne gagnes pas toujours. Là. Mais tu choisis tes combats. Puis c'est un travail de longue haleine aussi. Des fois, pour faire changer quelque chose, ça peut prendre des mois, des années. Là, mais c'est comme ça. Puis lors de cette élection-là, je pense que vous avez été 4-5 élus. Là, Il y avait 4 avec Mario Dumont. Puis beaucoup la plupart des candidats vedettes de l'ADQ à cette époque-là ont tombé là, dans le sens exact. Que ça n'a pas passé. Le lendemain de cette élection-là, qu'on est 4 à représenter ce parti-là, est-ce que ça vient avec des doutes? Est-ce que, tu sais... Non, je te dirais que s'il y avait une personne déçue, c'est probablement Mario Dumont. Mais nous, là, on était 3 nouveaux, donc 3 fringants qui voulaient casser la baraque. Absolument. Même, je te dirais qu'en 2003, on est arrivé, puis on n'était pas un parti reconnu. Et le Parti québécois et le Parti libéral n'ont jamais voulu nous reconnaître. Mais justement, nous, on avait... Pour élire le président en 2003, ça prenait le consentement de tous les élus de l'Assemblée pour procéder. Fait qu'au caucus, on a décidé qu'on bloquait ça. Donc, ma première intervention à l'Assemblée, mais elle n'existe pas dans les archives, là. Je me suis levé et j'ai dit pas de consentement. Fait que là, il n'y a pas eu d'élection. Ça a été repris le lendemain par une autre procédure. Mais ça venait vraiment des 3 nouveaux. Là. Parce que Mario avait dit, regardez, c'est le même, ils ne veulent pas nous reconnaître. Nous, on n'a pas été reconnus, mais on s'est fait reconnaître en tout cas un peu plus. Je comprends. Y avait-tu... t'as toujours fait partie de la 3e option, là, si on veut. Là. Est-ce que... Sauf en 2007. On était à l'opposition officielle. Oui, c'est vrai. Mais, puis, est-ce que ça a toujours été
un désir, ça, un peu d'offrir autre chose que exemple, tu sais, le PQ, les libéraux, puis on semblait avoir, tu sais, on cherchait encore une troisième option, là. Est-ce que ça faisait partie de tes valeurs, ça aussi, d'offrir cette option-là aux Québécois? Oui. Ouais. Parce que moi, je me reconnaissais pas du côté du Parti libéral et du Parti québécois. OK. Sans vouloir reprendre le slogan de personne, là, mais le gros bon sens, j'y crois beaucoup. Mais il y a du bon dans tous les partis, mais le défi à l'Assemblée, c'est de mettre tous ensemble et de faire avancer la société québécoise. Mais moi, je croyais vraiment à la troisième voie. Avec la CAQ, on l'a atteint. Mais on ne connaît pas l'avenir pour le reste, mais c'est ça. Non, qu'il y ait plusieurs courants de pensée, c'est une bonne chose. Puis qu'est-ce que tu retiens justement de cette première expérience là, d'avoir été ces 4 élus-là contre la vague, là, si on veut, là, avec quoi tu t'as reparti comme expérience? Là? Ben, le fait qu'on était un petit nombre, là, on touchait à beaucoup de sujets. Puis on devait s'adapter très vite. On n'avait pas beaucoup de recherchistes. Puis on essayait de se démarquer par nos interventions. Parce que malheureusement, les gens, qu'est-ce qu'ils retiennent de la politique? C'est je veux dire, entre guillemets, les coups d'éclat, les coups de gueule. T'es passé à la télé. Moi, c'est arrivé à quelques reprises. J'ai fait l'ouverture du téléjournal par une déclaration ou des fois des petites entrevues. Puis je disais, les gens disaient, hey, je t'ai vu à la télé. Qu'est-ce que je disais? Je sais pas, je t'ai vu. Mais c'est malheureux. C'est malheureux parce que des fois, on peut faire la télé, mais c'est pas pour la bonne chose. Puis ensuite, on s'est dirigé vers l'élection de 2007. Une élection quand même très importante là, pour l'ADQ. Comment tu entamais cette deuxième campagne électorale-là au niveau provincial? Au niveau provincial, de mémoire, on était bas dans les sondages au déclenchement des élections. Mais le fait qu'on a parlé des accommodements raisonnables, ça a permis de changer la donne. Mais au niveau local, en tout cas, je ne ressentais pas, même au début de l'élection, je me sentais en force. Je ne te dis pas assuré de gagner, mais je me disais, j'ai fait mon travail, j'ai rencontré les gens qui ont eu des besoins, je les ai comblés. Après ça, ça ne m'appartient pas. Ben oui. Mais souvent, les gens votent en fonction du chef. Et moi, pendant en 2017, puis les autres élections après, beaucoup de gens me disaient, peu importe avec qui tu vas aller, je vote pour toi. Moi, je leur disais, fais pas ça, là. Prends le temps de regarder qu'est-ce que j'offre comme produit, là. Mais pour ça, dans les comtés, ça allait bien. Mais au niveau national, c'était plus difficile. Sauf que une campagne, ça sert à quelque chose. Là, on parle en 2017 les accommodements raisonnables. Mais si on recule en 2003, il y avait eu une déclaration de M. Landry à Trois-Rivières qui avait fait basculer du côté des libéraux. C'était pas une déclaration de M. Landry, mais c'était une déclaration d'un candidat du Parti québécois. Puis lui, il l'a pas vu venir, M. Landry. Puis au débat le soir, M. Charest l'a lancé. Puis ça a tourné l'élection. Puis ça, j'ai jamais compris parce que moi, j'étais candidat. Puis je l'avais vu, cette nouvelle-là, je dis, ça n'a pas de sens pour le PQ d'aller dire quelque chose comme ça. Mais je ne me rappelle pas c'est quoi, là, mais ça avait été. Parce que souvent, en campagne, il se passe quelque chose qui fait tourner. Là. Parce qu'on l'a vécu en 2000 avec M. Legault. C'est la première campagne et la deuxième. Ça allait plus ou moins bien, mais au débat, il était excellent. Ça a un effet. Quand je te dis là, que le chef est très important, oui, mais lorsque tu es élu à l'Assemblée, tu dois t'assurer d'être capable d'avoir plus de chances possibles de continuer, même si ton chef t'entraîne pas. Ne t'amène pas vers le sommet. S'il y a une tempête, comme là, on parlait de 2007, mais en 2008, il y a eu une tempête contre l'ADQ.
On était quelques-uns à résister. Oui, pas beaucoup, mais ça doit être dur, ça aussi. 7-8, là. Fait que c'est ça, mais moi, je dis toujours qu'un député en place, il y a un avantage sur ses candidats par la suite, parce que il y a un avantage ou un désavantage. S'il a fait son travail, il y a un avantage. Puis il est connu. Fait que... C'est-tu un défi aussi? Tu sais, je veux dire, on se mobilise derrière un chef, puis nous, on représente notre comté, on fait le travail qu'on a à faire dans ce comté-là, mais le chef a quand même un poids politique assez important là, dans la représentation au niveau des citoyens. J'imagine que d'un fois, on se retrouve dans des situations où il faut un peu jongler avec nos affaires si on souhaite rester en place malgré le travail qu'on a fait. Là, on en a vu là, des gens pas être élus juste parce qu'ils étaient accrochés à juste parce qu'ils étaient sous une bannière d'un parti politique. Oui, ça arrive, oui, mais ça arrive peut-être même plus fréquemment, tout dépendant du lien que le député a établi avec sa population. Tu as un peu la preuve vivante. Oui, puis tu as M. Plamondon au fédéral qui a changé de bannière. À un moment donné, il y a une connexion qui se fait. Puis moi, à partir de la troisième élection, là, beaucoup de gens que je rencontrais m'appelait Marc. Quand on t'appelle par ton prénom, c'est difficile de voter contre Marc. Oui, je comprends. Mais c'est pour ça que le lien est très, très important. Parce que, puis moi, je te dirais que lorsque je rencontrais les citoyens, lorsque j'étais député, je ne suis pas là pour leur vendre les idées du parti. Je suis là pour qu'eux me donnent des avis. Puis moi, je ramène ça, puis j'essaie de trouver la voie de passage, mais c'est pas moi qui pousse. Puis même, je dis pas moi, mais même les gens au gouvernement, les députés au gouvernement ne sont pas là pour pousser les idées. Ils sont là pour écouter, pour essayer de modifier les politiques que le gouvernement veut appliquer, tout en étant applicable aussi correctement. On revient à la réélection en 2007. L'ADQ devient l'opposition officielle. On a plus d'une quarantaine de sièges. Le lendemain de cette élection-là, comment on célèbre cette victoire-là? Tu sais, je sais que de ton côté, la représentation du comté est importante, mais ça, c'est aussi une victoire d'équipe. Comment on rentre au travail le lendemain d'une élection comme celle-là? On rentre très, très pépé, parce que lorsqu'on est l'opposition officielle, on dit souvent qu'on est dans l'antichambre du pouvoir. La logique voudrait qu'on gagne après coup. Sauf qu'on est une équipe inexpérimentée. Et la progression s'est faite très, très rapidement. Mais il y a de l'enthousiasme. On ne voit pas tous les pièges non plus comme parti. L'équipe de M. Charest est une équipe expérimentée. Donc, on fait bien notre travail, mais ce n'est pas reconnu par la population, c'est pas reconnu à sa juste valeur. C'est correct, c'est partie du jeu. C'est un apprentissage. C'est un apprentissage. Et après coup, là, on continue. Oui, puis j'imagine que ça demande toute une organisation de passer de 4 sièges à une quarantaine. Là, on multiplie par 10. Là, fait que j'imagine que à ce niveau-là aussi, puis d'être dans un gouvernement minoritaire en plus, puis d'être l'opposition, tu sais, l'opposition à ce niveau-là dans une élection minoritaire, dans un gouvernement minoritaire, l'opposition a un grand rôle à jouer là, à ce niveau-là. Fait que j'imagine que c'est ça. En plus, contre M. Charest, qui avait beaucoup d'expérience. Exact. Parce que avant que M. Charest déclenche l'élection de 2008, il était venu chercher 2 députés de l'ADQ qui ont transféré de parti. Tout de suite, là, dans l'image populaire, c'est qu'on commence à débâtir l'immeuble. C'est pas bon, ça. Mais
le Parti libéral avait cette expérience-là. Puis, veut pas, 41 personnes, beaucoup de gens n'avaient aucune connaissance de la politique et l'apprentissage s'est fait rapidement. Là. Le gouvernement a duré 13-14 mois. Oui, c'est assez bref. C'est bref. Là. C'est pas pour rien non plus que M. Charest l'a déclenché aussi là, parce que je dirais, on commençait à être bon comme opposition. Parce que faut apprendre les dossiers, il faut apprendre le processus, puis il faut avoir un entourage aussi, il faut aller chercher des gens qui travaillent pour nous. Là. Ben oui, parce que... Non, c'est pas... faut se former une équipe, là, Exact. Puis ensuite, on repart en élection en 2008. Puis là, c'est un peu la débandade, là, au niveau du résultat. Oui, exact. Oui. Mais là, je reviens toujours sur M. Charest qui avait bien joué ses cartes. Puis là, on part en élection. Puis là, l'image populaire de l'ADQ, c'est qu'on n'était pas prêt à gouverner. Donc, le peuple se trompe rarement. Ah ouais, hein? Moi, je pense que oui. Okay. Puis, ça fait que là, on s'est ramassé 7-8. Je n'ai pas le décompte précis. Comment tu as vécu ça en voyant toutes ces personnes-là ne pas être élues, mais toi, de ton côté, d'avoir encore l'appui de ta population, j'imagine que ça vaut pour beaucoup. Hein? Ben oui, ça vaut pour beaucoup. Ça, c'est le travail que j'ai fait, et d'autres aussi, là, comme Gérard Deltel, Sylvie Roy, Jean-Louis Grondin. Mais il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Même si avec le meilleur travail, si pour une raison quelconque, la population des Chutes de la Chaudière a dit non, on t'aime bien, mais c'est fini. C'est fini, là. Ça ne nous appartient pas, ça. Mais c'est... Comment je te dirais? C'est le jeu politique qui veut que ce soit comme ça. Puis c'est la joute, puis c'est les règles. Oui, absolument. Exact. Puis c'est ça, après ça, cette réélection-là est faite. Mario Dumont annonce qu'il va tirer sa révérence, course à la chefferie. De ton côté, tu tranches derrière Éric Kerr. Oui. Qu'est-ce qui t'a motivé dans ce choix-là? Ben, son expérience, son éloquence aussi, puis ses idées. Ça faisait plusieurs années que je connaissais Éric. Et il y avait vraiment des idées pour améliorer l'efficacité de l'État, puis offrir des meilleurs services à la population. As-tu, sans enlever rien à personne, as-tu l'impression que le destin de l'ADQ aurait été différent si Éric Kerr avait été le chef de ce parti-là? On ne peut pas savoir, là, mais... Oui, je l'imagine. Oui. T'as l'impression? Parce que là, celui qu'on a élu, c'est M. Taillon. Oui. Qui a quitté pas longtemps après, là. J'ai quitté après, tout simplement, là, on ne s'entendait pas, là. Bien simplement, là, lorsque j'avais des responsabilités, parce qu'on était 7, 8, 9, là, à peu près, mais on avait tous des responsabilités. Puis, après son élection, M. Taillon est venu me voir et dit « Je t'enlève tout. » Là, je peux savoir pourquoi, parce que je fais mal mon travail. Il dit « Non, tu n'étais pas dans... Tu m'appuyais pas. » Fait que c'est correct. Merci beaucoup, bonjour. Mais moi, s'il m'avait dit, s'il y avait eu des raisons, de dire « OK, tu n'as pas bien fait ton travail pour telle chose. » Ça, mais de dire que c'est parce que je ne l'ai pas appuyé, puis ça, la démocratie veut que quand tu fais une course à la chefferie, il y a différents candidats, puis tu peux pas... J'ai pas aimé cette attitude-là. Puis tout simplement, je vais siéger comme indépendant. Ben, j'imagine que t'aurais-tu été en mesure... Mais je veux juste te rappeler, parce que là, la mémoire fait défaut. Mais l'événement déclencheur, il y a eu ça, là, faire enlever mes responsabilités, mais j'étais pas encore sur le point de le faire. Il y a eu un reportage, c'était un jeudi soir à TVA, disant que à la course à la chefferie, le président du parti avait levé des fonds pour Gilles Taillon pour la course à la chefferie. Ce qui était en tout cas, illégal en fonction des règles. Lorsque j'ai vu ça, vendredi matin, j'ai appelé Éric, parce qu'Éric était... J'ai appelé Éric, j'ai dit, moi, là, c'est ce matin que ça se passe. C'est la goutte de trop. Oui, c'est la goutte de trop. Fait qu'on s'est dirigé au Parlement.
on est devenu indépendant. Ça fait que c'est tout ça. Parce que pour moi, l'honnêteté, c'est très important. On a des règles, là, on les suit. Là. Ouais. Puis quand c'est le président du parti qui ne respecte pas, parce qu'il y avait eu des audios, là, les reporters avaient mis la main sur des conversations téléphoniques disant « Ah ouais, je te rends. Fait que ça, pour moi, c'était fini pour moi. On n'a plus envie de s'associer à ça. Ouais. Exact. Puis de siéger comme indépendant, ça a été comment cette expérience-là? Très intéressant. Ouais? Très intéressant, oui. Tu choisis tes sujets. Tu ne couvres pas tout, mais un député indépendant peut aller à n'importe quelle commission parlementaire. Ah ouais, hein? Donc, s'il y a un sujet qui t'attire ou tu as des gains que tu peux aller faire pour faire avancer le projet de loi, ben, tu dis, je vais aller là aujourd'hui, puis le lendemain, je vais aller à un autre. Ça, malgré l'expérience que tu avais rendue là, j'imagine que ça t'a appris aussi beaucoup là, de pouvoir voir tout, là, si on veut. C'est comme si les portes s'ouvrent à toi. Tu as raison, parce que en 2012, avec M. Legault, après l'élection, il est venu me voir et il dit « Quel sujet tu veux prendre comme responsabilité? Je dis « Tu peux me donner celui que tu veux. » Parce que j'avais touché à tout. Là. Parce que lorsqu'on a une responsabilité, on ne devient pas un spécialiste, mais on approfondit. On a des personnes qui nous accompagnent, mais on est tous capables de le faire aussi. Puis ensuite, on se dirige vers justement 2012. Comment c'est arrivé cette proposition-là de se joindre à ce nouveau parti-là qui était la Coalition Avenir Québec? Ben moi, j'ai regardé les orientations que M. Legault avait lors de la fondation. Puis c'était la troisième voie. Pour moi, c'était la continuité des idées de l'ADQ, de saine gestion, allègement de l'État. Ça fait que j'ai assisté à quelques présentations de M. Legault, puis il y avait des rassemblements. Et à un moment donné, ben, je l'ai rencontré. On a discuté, puis il n'y a pas de problème, on continue. As-tu l'impression qu'on repartait un petit peu au début de ton saut en politique provinciale, en repartant la machine d'un parti? Ben, au début, sauf que M. Legault avait quand même une expérience plus facile. J'enlève rien à M. Dumont, mais M. Legault avait un bagage. Là, puis il y avait beaucoup de comptes, pas de comptes. Oui, il y avait un bagage d'organisation. Il avait vécu dans un grand parti. Fait que c'était le début, mais on se sentait peut-être plus solide. Puis, même en 2012, on avait un certain nombre de députés, ça a bien été. Puis 2012, ça, c'était l'élection de Mme Marois, hein, c'est ça? Oui, exact. Puis ensuite, on s'est retrouvé en 2014. Est-ce que vous étiez l'opposition officielle en 2014? C'est une bonne question. Hein? On dirait que ma mémoire me fait défaut à ce niveau-là. Mais vous avez continué à faire des gains malgré tout. Oui, non, hein? Non, on est parti du troisième, on est devenu le gouvernement. Oui, c'est ça, OK. Puis, mais tu avais peut-être l'impression qu'on était l'opposition officielle. On vous entendait beaucoup, là. Mais, avais-tu... tu me disais, là, quand vous avez été élu 4 à l'ADQ, ton premier mandat, il y avait une espèce de fougue. Là. As-tu l'impression que quand la CAQ est arrivée à l'Assemblée nationale, où tu représentais la CAQ, tu as retrouvé cette fougue-là de la nouveauté, de la... Non, c'était pas faire sa place? Il n'y avait pas la nouveauté, là, mais oui, de faire sa place. Puis que je me sentais plus solide sur... qu'on allait atteindre le but. Oui, l'ADQ au début, on pensait, on s'est remonté 4. On a eu la population nous a donné une chance en 2007 en nous mettant à l'opposition officielle, mais après ça, on a manqué notre coup. Là. Il faut recommencer le processus. Fait que, il n'y avait pas la même effervescence, mais on savait vers où on s'en allait. Puis 2018, consécration. On remporte cette élection-là à titre de parti politique.
J'étais là, d'ailleurs, à ce rassemblement-là, à titre de journaliste. Moi, j'ai fait mes classes là, avec toi. Là. Ça faisait 1 mois que j'étais au journal, même pas. Tu sais, la première journée que je suis rentré au journal, je pense que le lendemain, ils déclenchaient les élections. Là, fait que je faisais mes classes là, puis j'avais justement été attitré, étant donné que je restais du côté de Québec, je restais en arrière où le rassemblement de la CAQ allait être. Fait que on m'a assigné là, puis j'ai assisté à ça. Mais comment je me souviens quand t'es rentré dans la salle là, qu'on venait d'annoncer que le parti était majoritaire. Comment on s'est senti là, justement d'être élu à titre, oui, de député, mais aussi être élu à titre de parti politique, là, chose qui était nouvelle là, pour toi? Mm-hmm. Ben, c'est une grande joie là, d'atteindre le but. Parce qu'on a tous le même but, c'est de gagner pour diriger les destinées du Québec. Et là, c'était vraiment la consécration. On avait travaillé pendant des mois et des années. Mm-hmm. Puis là, on avait la chance de pouvoir faire avancer nos idées, notre vision du Québec. Mais oui, c'était fou comme soirée. Mais ça sera marqué dans ta mémoire, j'imagine. Oui, c'est toujours marqué. Puis même, je te dirais qu'en 2018, ma fille, par un concours de circonstances, je vais l'expliquer, c'est plus simple. Mm-hmm. Mais ma fille sortait de l'université, puis elle voulait aller travailler à Montréal. Okay. Elle appelle une de ses amies à Montréal, elle dit « Je me cherche un emploi pour... » Elle dit « Viens travailler pour la CAQ. » Là. Elle ne savait pas que son ami travaillait pour la CAQ. Okay. Depuis quelques semaines. Puis ils ont embarqué ma fille sur la tournée avec M. Legault. Okay. Donc elle a fait la tournée du Québec avec M. Legault. Mm-hmm. Je l'ai vu 2 fois sur la route. Puis là, on se voyait le soir, là, puis elle était avec M. Legault, elle s'occupait de ses déplacements. C'est une belle... J'étais fier de ma fille, puis de toute l'ambiance qu'il y avait. Là. On avait travaillé pendant... pour les plus anciens, c'est des années. Là, que je pense à Éric Kerr. Fait que, non, c'était une belle consécration. Mais le fait que ma fille soit là, c'était quelque chose de plus. Un petit plus, là, de vivre ça avec elle en même temps. Oui. Est-ce que, justement, d'arriver au gouvernement à titre de parti élu, as-tu l'impression que il y a plus facilement des retombées pour le comté que tu représentes ou ça change rien à ce niveau-là? Est-ce que le fait de... En pratique, ça change à peu près rien. OK. Même ça t'enlève des outils comme député. Ah ouais, hein? C'est parce que lorsque tu es au gouvernement, tu es un député, tu veux faire avancer un dossier. Tu vas aller voir le ministre ou son cabinet, tu vas faire avancer ton dossier. Mais si par malheur, ton ministre ne veut pas, tu n'as pas grand pouvoir. Mm. Quand tu es dans l'opposition, parce que dans l'opposition, on a accès au ministre, la même chose. Ouais. Là, tu vas y voir, puis s'il ne veut pas, là, tu peux faire une sortie publique. Mm-hmm. Mais les dossiers avancent. Là. Ouais. Mais parce que il ne faut pas penser que parce qu'on est au gouvernement qu'on a des passe-droits pour faire avancer les dossiers. Mm-hmm. Parce que l'appareil bureaucratique du gouvernement, c'est lourd. Puis aussi, il y a une programmation. On ne fait pas des routes pour faire des routes, là, des choses comme ça. Puis on n'est pas riche comme société. Non, en tout cas, on est une société riche, mais pas dans nos poches actuellement. Oui, c'est ça. On a beaucoup de talent, mais on a beaucoup de dépenses actuellement. Donc, c'est pas... c'est un autre game. Mm-hmm. Puis, à ce moment-là, il y avait beaucoup de rumeurs comme quoi tu étais pressenti à la présidence de l'Assemblée nationale.
Et finalement, on apprend que c'est M. Paradis qui était député ici à Lévis. De ton côté, tu es premier vice-président de l'Assemblée nationale. Est-ce que ça faisait partie de tes envies, tes objectifs de devenir président de l'Assemblée nationale, ou pour toi, c'était une offre, si elle avait été sur la table, que tu aurais acceptée, mais qui était peut-être pas super un objectif? Oui, c'était un objectif. Ouais. Bien honnête avec toi. Sauf que, après discussion avec M. Legault, j'ai compris que c'était mieux que je sois premier vice-président aussi. Parce qu'il faut voir aussi, moi, qu'est-ce qui m'intéressait, c'était de diriger les travaux. Je l'ai fait à quelques reprises, mais du côté de la présidence, il y a un volet diplomatique, il faut sortir à l'extérieur du pays. Et moi, comme là, j'ai pris ma retraite parce que je suis proche aidant avec ma conjointe. Donc, j'étais déjà proche aidant. Mais aller à Québec, puis revenir le soir, puis aller en Europe pendant une semaine, c'est différent un peu. Donc, oui, j'ai été déçu, sauf que c'est une très belle expérience aussi. Là. À un moment donné, j'ai travaillé main dans la main avec François Paradis. Là, vous êtes voisins de comté en plus. Oui, c'est ça. Non, on avait une bonne complicité. Mais oui, j'ai été déçu, mais une analyse froide. Et aussi, j'ai toujours été quelqu'un d'équipe avant tout. Si j'avais eu un ego très fort, j'aurais pu dire non, je la veux. J'aurais pu dire, je vais aller en élection absolument. Puis, mais ça aurait donné quoi de plus? À part un sentiment pour moi. Là. Puis, moi, je n'étais pas en politique pour moi. J'étais en politique pour les citoyens avant tout. Puis pour ta situation familiale aussi c'était finalement peut-être le bon choix. J'ai fait le meilleur choix aussi. Là. Donc, on n'a pas le choix d'en parler. Là. Gros défi pendant ce mandat-là, en 2020, qui a éclaté en mars 2020. On a une pandémie mondiale qui éclate. Il faut gérer ça. J'imagine que ça change un peu les plans, objectifs et buts d'un parti politique, mais également d'un député qui doit représenter son comté. Quand tout est mis sur pause comme ça, puis que maintenant, il faut jongler avec quelque chose qu'on connaît pas du tout. C'est l'inconnu. Puis, il y a des gens qui critiquent l'action du gouvernement, mais je pense que le gouvernement a pris les meilleures décisions selon ses connaissances aussi. Là. Puis, moi, je dis souvent aux gens, parce que ça arrive qu'on rencontre des gens qui critiquent les élus, peu importe le niveau. Moi, je ne connais pas d'élus qui se lèvent le matin en disant « Aujourd'hui, on prend des mauvaises décisions. On est là pour prendre les meilleures décisions possibles. » Et là, la pandémie, comme tu viens de dire, là, c'est mondial. Là. Ça fait que tu fais quoi, là? Tu regardes ce qui se passe ailleurs. Ça nous a démontré qu'on n'était pas prêts non plus. Ça, c'était espéré que si un jour on revit ça, qu'on ait les outils. Je ne sais même pas si on s'est équipé officiellement. C'est pas parce que au Québec, je te dirais, au Québec, là, on dit souvent qu'on est on va prendre l'expression de M. Chrétien, les plus meilleurs au monde. Mais sérieusement, on n'est pas fort sur la prévention, la planification, dans tous les domaines. C'est pas, on réagit quand c'est le temps. Mais c'était... je ne veux pas dire que ça... On était chanceux d'avoir M. Legault. Il a bien géré la situation. Mais si ça avait été un autre, je ne peux pas dire que ça n'aurait pas été correct non plus. C'est pas, mais on apprenait en même temps. Là. Nous, on avait des caucus téléphoniques une fois par semaine. On avait l'état de situation. Puis on apprenait au fur et à mesure vers où ça se dirigeait, puis qu'est-ce qu'on faisait, puis qu'est-ce qu'on ne faisait pas. Puis, mais la chose la plus difficile, la chose que je me suis le plus questionné, c'est lorsque M. Legault a dit, là, on ferme tout. Là, là je me demandais, est-ce que ça va-tu fonctionner, là? Parce que ça a été fermé, puis là,
on module, ça, c'était correct. Mais de tout fermer, l'autre, ça a frappé, ça a frappé l'imaginaire. Ouais. Oui, ben, puis autant pour le citoyen que l'homme politique, là. Exact. Oui, parce que moi, j'étais comme tout le monde, j'étais confiné à la maison, puis moi aussi, j'ai annulé un party de Noël. La dernière fois, on avait droit à 20, je n'invite 20, puis 2 jours avant, on tombe à 10, ben, je n'ai appelé. Il y en a 10 qui ne sont pas venus. Absolument. Cette pandémie-là, à titre de député de ta circonscription, qu'est-ce qu'il a fallu que c'est quoi les besoins des citoyens à ce niveau-là? Comment tu peux comment tu as pu aider les citoyens? Et tu sais, parce que nous, on regardait la télé, on attendait les nouvelles de M. Legault, mais j'imagine qu'au bureau de comté, peut-être que le téléphone sonnait à savoir, il y a bien des gens qui ont bien des questions, puis ils devaient se référer vers toi. Quel a été le travail sur le terrain pendant cette période-là? Les employés de bureau de comté ont été débordés de travail. Puis, au début, c'était des questionnements. Mais plus ça allait, plus ça devenait violent. Des gens qui étaient impolis. Donc, il a fallu aider, encadrer les employés le plus possible. Puis, c'est pas évident, là. C'est pas évident, là. Pour aider, nous, on aide toujours. Mais là, à partir du moment que ça devient la violence verbale, les insultes, là, mais ça, c'est un problème qu'on a à beaucoup de niveaux depuis quelques années là, au Québec. L'incivilité, là, c'est... Mais pour le reste, on appliquait les mesures, puis on aidait les entreprises aussi, il y avait des programmes gouvernementaux. Ça, c'était vraiment de l'aide. Mais les gens ont bien saisi les consignes. Soit qu'ils les saisissaient correctement ou ils les contestaient. On avait 2 clientèles. Plus ça allait, là, plus ça contestait. C'était-tu une première pour toi dans ce parcours politique-là de faire un peu tu sais, c'est pas toi qui as soulevé la grogne, là, mais dans le sens que les citoyens, pas tous, là, probablement une minorité, mais qui parlaient très fort, que cette grogne-là soulève, puis de devenir un peu la proie là, de ces Oui, mais sauf qu'il n'y avait pas d'activité. Ouais. Ça fait que c'est vraiment les employés des bureaux de comté qui ont encaissé le plus possible. Parce que moi, on me donnait des comptes rendus, mais c'était pas la même chose. C'est eux qui avaient les personnes au bout du fil. Là. Puis, parce que les fois qu'on a affaire à quelqu'un que je l'appelle, non, c'était pas nécessaire. C'est comme si... C'est un bout... faut apprécier le travail qui a été fait par les gens, parce que les gens qui travaillent pour des bureaux de députés, c'est des citoyens qui s'impliquent, là, qui décident. Il n'y a pas de formation pour devenir employé d'un bureau de député. Là. Puis, on se mène à 2022. L'annonce de cette retraite-là, j'ai été le chanceux à qui tu l'as annoncé en premier. Écoute... Mais ça a toujours été pour moi l'information locale. Toi, tu n'étais pas là, mais en 2009, j'ai eu un cancer. J'avais donné un primeur à Marc-André, du journal des Lévis. Pour moi, c'est à Lévis que ça se passe. C'est eux qui ont la primeur. C'est comme ça. Puis, de te rendre à cette décision-là, de finalement te retirer, de mettre fin à ce parcours-là, comment tu as vécu cette décision-là? Comment tu as finalement fait ce choix-là? Je pense que c'était pour ta conjointe là, majoritairement, mais est-ce qu'il y a eu un deuil à faire autour de ça? Oh oui, assurément. Là. Mais lorsque j'ai pris la décision,
je voyais l'état de ma conjointe se dégrader lentement. Puis, elle avait de plus en plus de besoins que je pouvais combler. Et à partir du moment où j'ai pris la décision, la ligne s'est tracée. Et après ça, j'ai vécu un deuil. Aller jusqu'à l'automne 2022. J'étais tout le temps là. Puis, j'ai quitté la politique, mais la politique ne m'a pas quitté. Du tout, je continue à surveiller bien des choses. Mais oui, il y a un deuil à faire. C'est un apprentissage à vivre différemment, avoir un autre horaire, avoir... auparavant, là, 5 heures le matin, puis on commençait la lecture. Là, je lis toujours mes journaux le matin. Puis après ça, là, je suis libre. Là. Je n'ai pas d'autre chose à faire. Là. Mais c'est un deuil. C'est un deuil, là, oui. Puis le problème, c'est que si tu travailles pour une entreprise, tu prends ta retraite, tu ne les vois pas à la télé à chaque jour quand tu écoutes les nouvelles. C'est ça, pareil. Oui. Parce que à partir du moment... Tandis que là, je les vois, puis je vois les décisions, puis je comprends certaines choses aussi, parce que par expérience, hein, mais non, il y a un deuil à faire, c'est certain. Puis c'est un peu aussi de léguer son comté aussi, là, ça doit être un... Ouais, non, ça... Comté ne m'appartenait pas. Non, je comprends. Mais je dois dire que souvent, je rencontre des citoyens dans les lieux publics, puis souvent, ils me disent « Hey, on s'ennuie de toi. » Là, je leur explique que Mme Biron a fait un bon travail, mais différente de moi. Ben oui, absolument. C'est normal. Mais, sauf, non, c'est... non, comme je te disais tout à l'heure, quand j'ai pris la décision que c'était fini, c'était fini. Okay. Mais plus ça avançait, ben, plus je le voyais aussi. Là. Quand on fait des boîtes, là, puis on les transporte, ça s'en vient sérieux. Là. De quoi tu es le plus fier dans tout ce parcours-là? Je te dirais la connexion que j'ai faite avec les citoyens. Ouais. Encore actuellement, là, centre d'achat, les lieux publics, les gens m'interpellent quand on jase un petit peu. Puis cette proximité-là, pour moi, c'est très, très important. Et au niveau peut-être plus développement de la ville, ça va bien, mais les gens n'ont pas eu connaissance. Et à un moment donné, l'hôpital Paul-Gilbert, là, on ne savait pas si on allait la garder. Là, mais ça ne s'est pas ébruité. Moi, j'ai fait une sortie publique, et puis ça va te paraître bien bizarre, puis les gens qui nous écoutent aussi, c'était en 2003-2004. Je fais une sortie publique disant si on veut vraiment s'assurer que Paul-Gilbert va demeurer ouvert, il faudra peut-être faire une marche populaire. Tu ne le croiras peut-être pas, là, mais la Sûreté du Québec m'a appelé, là, parce que j'incitais à une certaine violence, entre guillemets. Là, on voit qu'est-ce qui se passe maintenant, les députés, qu'est-ce qu'ils font, là. J'étais bien loin, là. Mais pour moi, c'est une fierté, là, Paul Gilbert. C'est certain que c'est pas parfait, mais c'était une urgence. Maintenant, il y a des opérations d'un jour. Les opérations d'un jour se font là. C'est une nouvelle organisation. Puis il faut travailler là-dessus. Pour le reste, là, j'accompagnais la ville dans les différents dossiers. Puis je faisais cheminer l'avancement. Fait que j'ai pas... mais c'est vraiment de la proximité. Lorsqu'il y a gens, t'appelles Marc, là, et puis en tout temps, là, encore, quand tu m'as appelé l'autre fois, j'étais chez un concessionnaire d'auto, puis le gars, il vendait une veille, moi, j'étais avec toi, puis ça fait juste plaisir. Oui, absolument. Puis, c'est quoi le... Mais aussi, pour la proximité, là, ça permet de briser, là, comment je te dirais, quelqu'un qui va voir son député, là, parce qu'il y a un problème, là, ça y prend tout son petit change. Là, parce que tu es le député, là. T'es pas ton chum. Là, tu dis, je vais aller y expliquer des choses, là, une certaine gêne, même une certaine honte à dire je pourrais régler mes problèmes. Puis, à partir du moment là, que tu es capable de briser ça, il dit, OK, j'ai un problème, mais je le connais, je l'ai déjà vu, il est parlable. On va dire ça. Ça, c'est le fun. Ouais. Puis, dans ce long parcours-là, les défis que tu es le plus fier d'avoir surmontés? Ben, je te disais tantôt, je suis une personne de très réservée. Moi. Ouais. C'est pas, c'est vrai. C'est pas ma tasse de thé de faire
des coups d'éclat ou de prendre la parole pendant des minutes, si ce n'est pas des heures. Là. Mais j'ai tout le temps... au début, j'étais ici, à la ville de Lévis, j'étais avec M. Garon. M. Garon était un chic type, mais il parlait longtemps. J'enlève pas toutes ses qualités, là. Mais moi, j'ai déjà dit, la première année, que lorsque j'étais critique pour les finances avec l'ADQ, commission parlementaire, j'étais avec Mme Jérôme Forget. Puis on la questionnait. Puis à un moment donné, j'ai posé une question. Elle ne me répond pas. Puis là, elle me pose j'y repose. Elle ne me répond pas. Le troisième coup, j'ai dit là, Mme Jérôme Forget, vous avez le droit. Je vais vous la poser pour une troisième fois, mais comme avec mes enfants, je ne le répéterai pas après. Vous répondez ou vous ne répondez pas. Elle n'a pas répondu, ça s'est terminé là. Mais pour moi, là, lorsqu'on a quelque chose à dire, là, on n'est pas obligé de l'étirer pendant... Tu donnes tes arguments, puis après ça, on passe à autre chose, puis... mais c'est ça, mais je suis pas un grand orateur, sauf que il y a des gens qui me disaient que ça a l'air que j'ai, je veux dire, un aura incroyable quand je rentre dans une salle. Moi, je me sens bien ordinaire. bien ordinaire. Puis, pour terminer, qu'est-ce que la communauté lévisienne t'a apporté durant cette carrière-là que tu vas mettre dans ton bagage d'expérience de vie? Est-ce qu'il y a des choses que tu as fait découvrir, des choses que tu retiens, des choses qui vont te servir? Oui, dans toutes nos expériences, on retient des choses. Puis aussi au niveau de je dirais, la force du tissu social. Que les gens prennent le temps de s'informer, pas s'informer comment ça va, puis tu réponds n'importe quoi, là. Prendre le temps de jaser. Et le tissu social, ça se crée par les différents mouvements sociaux, les groupes. Tu ne sais pas si... Je vais prendre un exemple, il y a une soirée dansante. Peut-être une personne qui est là que c'est sa sortie du mois. C'est tout ça. Là. Mais si j'ai quelque chose à retenir, c'est l'importance de l'humain dans toutes nos décisions. Mais ça ne veut pas dire que les décisions qu'on prend vont satisfaire tout le monde. Mais si je reprends, lorsque je rencontrais des gens qui avaient des problèmes, je leur disais toujours, je ne fais pas de miracle. Vous m'expliquez, je vais vous expliquer la loi. On ne fait pas changer la loi, mais si elle est mal appliquée, on va la faire corriger. Mais comment de fois on a vu des gens qui venaient au bureau puis qui là, ils étaient, entre guillemets, fâchés, ils ne comprenaient pas, puis là, tu leur expliquais le cheminement, regarde, c'était... Puis ils repartaient, OK, j'ai compris, là, merci beaucoup. Puis on repartait comme ça. Mais c'est vraiment le côté humain que j'ai le plus apprécié de toute cette belle aventure-là. Bien, ça fait le tour, Marc. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation-là. C'est moi qui te remercie, c'est un plaisir. Bien, merci à vous de nous avoir écoutés. On veut remercier le groupe Garneau de nous avoir prêté cette super belle salle-là. Merci pour votre écoute, puis à la prochaine. Yes! C'est fait!